Et on va enchaîner directement sur la présentation de David Perron. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, il est là. Il n'y a pas moyen que ce soit moi qui le... Non. En fait, je me souviens pas exactement toujours ce que j'ai mis après, donc on fera comme ça. C'est au feeling, Oui, c'est oui, à la d'accord. bonne franquette. Ok, allons-y. Ouais, une pinte de la science, c'est parti. Allez. C'est bon? Ouais, ok. Bonsoir, c'est bon, tout le monde m'entend? Donc bonsoir, je me représente très rapidement parce que voilà, il n'y a pas besoin d'en faire 3 heures, mais donc j'ai fait une thèse sur la culture geek, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et alors c'était une thèse de sociologie plutôt, donc c'est-à-dire que j'ai interrogé les geeks, je suis allé trouver dans leur cave, dans leur salle de jeux en réseau, tout ça. Et, donc l'interrogation centrale de ma thèse, c'était un truc un peu bizarre à la base, c'est pourquoi est-ce que les gens se revendiquent geeks? Qu'est-ce que ça veut dire? Un mot péjoratif, pas très connu en France, moi j'ai commencé ma thèse il y a 10 ans, c'était il y a longtemps. Et du coup, voilà, donc pourquoi des gens se revendiquent geeks? Et j'ai essayé de trouver le point commun entre tous les gens, parce qu'il y avait des informaticiens qui se disent je suis geek, il y avait des fans du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, des fans de Star Wars, des fans de comics, de jeux vidéo, des gens un peu de tout aussi, de manga. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces points communs? Alors il y avait un point commun dont je n'en parlerai pas trop aussi parce que c'est pas l'objet de trop de la conférence, mais qui est l'idée de création des mondes, de créer des mondes imaginaires avec n'importe quel support et puis de se projeter dedans dans l'immersion. Mais il y avait aussi un élément important qui est revenu dans la discussion avec les gens que j'ai rencontrés ou en ligne quand j'ai étudié notamment les forums qui se revendaient geeks de séries télé, de films, etc. C'était l'idée d'une figure du geek, un personnage archétypal qu'on imagine tous. De la même manière, c'est un classique des sous-cultures d'ailleurs. Quand on imagine les punks, on imagine une crête. Quand on imagine les gothiques, on imagine qu'ils s'habillent toujours en noir avec du maquillage très noir, etc. Les hippies avec des pantalons très amples et qui fument des joints. Et ben le geek, on a son imaginaire aussi, et qui est un cliché bien sûr, c'est-à-dire qui ne représente pas du tout cette culture-là, qui est beaucoup plus vaste que ça, qui a une origine intéressante d'ailleurs, mais en même temps qui sert aussi à la communauté à se reconnaître dedans. C'est toujours le double truc du cliché, c'est que on veut pas trop y ressembler, mais en même temps il nous permet de nous reconnaître entre nous, quoi. C'est ça. J'ai un t-shirt de geek ce soir, donc je fais exprès. Voilà. Donc là j'ai mis la définition de Wikipédia de geek, comme ça on peut évacuer la définition tout de suite. En général, quand je demandais moi à des geeks quelle était leur définition, on peut mettre la slide suivante, je pense que c'est ça. Voilà, alors là j'ai un extrait d'un forum où quelqu'un essaie de définir le mot geek. En général, c'est long, vous pouvez le lire tout seul. Voilà, il y a plein de trucs en fait. Ils font des listes. Les geeks font des listes, ils adorent ça. En plus, ils aiment bien le détail. Les geeks sont assez pointilleux. Et donc, il n'y avait pas de définition. Genre, le geek c'est ça. Le geek c'est. Ouais, c'est un mec qui aime les films de science-fiction. Mais c'est un mec aussi qui aime bien l'informatique. C'est un mec qui aime bien Star Wars. Et puis là, vous avez tous une liste. Les séries télé, Star Wars, l'heroic fantasy, le jeu de rôle grandeur nature, les Lego, la science-fiction, la science, les wargames, le Seigneur des Anneaux, l'électronique, les robots, justement. Et il dit, en plus, la liste est toute aux exhaustive. Donc, il veut définir le mot geek, il veut donner une définition définitive, mais en fait, il dit, c'est pas fini, quoi. On pourrait continuer des heures à définir. Donc, bon, c'est sans fin. Et donc moi je me suis intéressé aussi, un peu après ma thèse, à la figure du geek comme élément aussi de définition de cette communauté, qui n'a pas vraiment de sens parce que, en effet, il y a plein de trucs, donc c'est trop pour que ce soit quelqu'un qui aime tout en même temps. Mais voilà, ils sont reconnus autour d'une figure, et on va revenir un peu en arrière. Alors, vas-y. Voilà, alors j'ai fait un petit schéma très moche, mais qui au moins montre l'origine déjà étymologique du mot geek. Parce que c'est un mot qui remonte au Moyen-Âge. Alors c'est vrai que c'est pas des informaticiens à l'époque, vous aurez deviné parce que vous êtes intelligents. C'était à toute origine, c'était, alors je vais passer très vite, mais c'était un oiseau, le coucou. Ouais, je sais, ouais, on va arriver à l'informatique après, vous allez voir. Mais il y a un peu de chemin. Donc on est au 4e siècle après Jésus-Christ, donc tout début du Moyen-Âge. Et dans les langues germaniques, c'est Gawker, qui était un coucou, ça va continuer comme ça. Et puis après, ça va devenir un idiot, quelqu'un qui se fait avoir facilement parce que le coucou est un animal qui était censé, c'est une espèce de métaphore, un peu comme le pigeon aujourd'hui, vous voyez, c'est l'équivalent. Il y a un truc avec les oiseaux. Quelqu'un qui ont fait des farces facilement. D'ailleurs, il y a une fête qui était fêtée en Écosse, en Irlande à cette époque-là, qui était le jour du coucou, où on jouait des farces à ses voisins. Et quand les chrétiens sont arrivés, ils ont changé en mettant leur symbole à eux, le poisson. Et c'est en avril, c'était le poisson d'avril. Et du coup, c'est ça, donc le geek a un rapport, vous pourrez vous la péter dans les soirées avec ça, c'est cadeau. Le geek a un rapport avec le poisson d'avril. Et du coup, après, ça s'est défini comme un idiot, quelqu'un à qui on peut jouer des tours, un peu bête, mais gentil. C'est l'idiot du village, quoi, on l'aime bien. Et ça a duré très longtemps, jusqu'au 17e, 18e siècle, où le geek va prendre un autre sens, avec d'autres orthographes, vous avez mis un peu d'orthographes diverses, mais c'est le même mot. Geken, qui à partir du 18e siècle va devenir un monstre de foire. Alors, qu'on n'est pas forcément bien aujourd'hui, parce qu'on a arrêté les foires aux monstres, tant mieux, mais vous avez peut-être vu des films genre Elephant Man, des choses comme ça, où on voit des freak shows des années 1880 en Angleterre, ou un peu après aux États-Unis, au début du 19e siècle. Et ben, dans ces monstres de foire, il y avait un des monstres, entre la femme à barbe, le nain, l'homme le plus fort du monde, vous voyez, tous ces trucs-là,
qu'on a vu dans plein de films et de séries télé, et ben il y avait le geek qui était le monstre de foire le plus basique, le plus moins valorisé, le moins bien payé d'ailleurs. Et son spectacle, donc dans la foire, c'est un cirque, hein, donc il faut faire un spectacle, c'était de manger tout ce qu'on lui jetait. C'est sympa, vous pouvez essayer chez vous. On l'appelait d'ailleurs l'homme autruche parfois, parce qu'il y avait la légende que l'autruche mangeait tout, ce qui est faux, mais voilà. Et du coup, en général, en plus, on disait c'était imaginaire exotique, hein, très colonialiste. On disait on a trouvé un enfant sauvage dans les fins fonds de Bornéo, d'Amazonie, et regardez, il a une capacité que seuls les gens de sa tribu ont de pouvoir manger, donc il jetait des bouts de verre et tout. Et en fait, c'était un clodo du coin, c'était pas du tout un enfant sauvage, qui payait pour lui disant qui fait du vin à la fin, et du coup il sentait plus la douleur. Et au bout de 2 semaines, bien sûr, il mourait parce que personne ne peut manger n'importe quoi. Et ils reprenaient un autre clodo du coin et ils continuaient. Ou les handicapés mentaux aussi, souvent les trisomiques notamment étaient très utilisés pour faire le spectacle du geek. C'est un peu moins drôle. Du coup voilà, donc le geek dans ce sens-là va connaître un gros succès, notamment avec les foires aux monstres qui vont être un énorme succès aux États-Unis, avec Barnum, vous connaissez tous au moins le nom Barnum, qui va utiliser des geeks très souvent. Et cet imaginaire du geek comme monstre de foire, un peu bizarre, un peu qui mange tout, notamment qui mangeait des animaux vivants, des poulets vivants qu'on lâchait dans l'arène, et ben ça va devenir très connu aux États-Unis. Encore aujourd'hui, quand vous êtes aux États-Unis, vous pouvez dire le mot geek encore dans le sens ancien. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément toujours le sens d'informaticien ou de fan de science-fiction. On peut voir dans les slides suivantes, si tu veux. Voilà, on a dans la série American Horror Story, on a un geek qui mange des poulets, hein, dans une saison qui s'appelle Freak Show, justement, qui se passe dans un Freak Show. Alors on peut passer les suivantes rapidement. Il y a un film d'horreur très très nul mais très drôle avec des copains avec de la bière, qui s'appelle Luther the Geek, où un tueur en série tue des gens façon geek des années 1880, 1900. Donc en tuant comme les poulets, voilà, on le voit d'ailleurs en train de tuer un poulet. Et avec l'esthétique Freak Show des années 1800, on peut passer au suivant. On retrouve ça dans les Simpsons, où Bart et Homer Simpson sont engagés dans un cirque parce que ils ont causé des problèmes dans la foire. Ils ont tout détruit en gros, et le propriétaire de la foire dit bon bah vous allez devoir me rembourser. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez comme capacité incroyable? Et Homer dit bah je peux tout manger. Ah bah super, on a besoin d'un geek. Et du coup il amène les poulets, vous voyez, il y a le geek show derrière écrit, voilà, donc pour devenir. Donc vous voyez, c'est un mot que si dans les Simpsons, c'est que tout le monde, les Américains, peuvent comprendre la référence, quoi. Voilà, on retrouve aussi dans les séries X-Files, voilà, il y a un geek dans un épisode, voilà, classique. Et puis voilà, dans les années 1960, donc le mot geek va rentrer vraiment dans le vocabulaire courant aux États-Unis. On va commencer à utiliser ce mot-là comme une métaphore. Donc en disant le geek c'est le mec bizarre, c'est le monstre de foire, c'est un peu l'idiot, et on va, comme les lycéens, les collégiens sont jamais avares de trouver des insultes nouvelles pour s'embêter les uns les autres, et ben dans les collèges et les lycées et les universités américaines, on va commencer à appeler les geeks les intellos, en fait. Les gens qui sont bizarres parce que ils sortent pas le soir, ils préfèrent réviser, c'est très bizarre. Ils préfèrent pas les filles, mais ils préfèrent lire des livres de science-fiction, c'est très bizarre. Voilà, donc il y a des trucs comme ça qui se passent. Et donc on va arriver notamment dans la fiction américaine, notamment les teen movies, hein, qui arrivent dans les années 60. Un des premiers étant American Graffiti de George Lucas, qui en plus après va faire un dossier un peu connu, je pense que vous savez. Et donc un des premiers films de George Lucas, c'est American Graffiti, dans lequel il y a vraiment un des premiers archétypes de ce geek, bon élève, un peu bizarre, qu'on va insulter en le traitant de geek. C'est une insulte, hein. D'ailleurs un peu encore aujourd'hui d'ailleurs, parfois. Et donc on l'appelle aussi la grenouille, voilà, Terry Fields dans le film. Et il va tout l'enjeu du film, c'est que justement lui il voudrait sortir avec des filles, il voudrait être cool, mais il y a des mecs cool parce que c'est le footballeur américain musclé qui en plus dans le film est joué par Harrison Ford. C'est vrai que c'est difficile de lutter, faut avouer. Mais voilà. Mais à la fin les geeks vont avoir leur revanche, hein, pour je spoil le film, mais voilà, ils vont réussir à le battre à une course de voiture, et donc du coup ils vont être plus classe parce que la voiture évidemment dans le mythe américain très puissante. Donc là une nouvelle figure s'impose, c'est le geek comme personnage, comme incarnation de cet intello bizarre avec un peu timide qui plaît pas aux filles. C'est toujours un garçon, on verra plus tard aussi des geek films, ça viendra beaucoup plus tard. Et donc c'est toujours un garçon qui est un peu voilà, le mal aimé du collège, du lycée, hein, voilà. Et beaucoup de geeks que j'ai rencontrés se reconnaissaient beaucoup là-dedans. Donc on peut passer à la suivante. Voilà, il y a un autre mot qui va à peu près au même moment aux années 60, c'est le mot nerd, qui est très proche. Alors il y a des débats entre geeks pendant des heures, on va pas rentrer là-dedans sur la différence entre les deux. Très proche du mot geek, et qui vient d'un roman de Dr. Seuss, qui est un romancier pour enfants très connu aux États-Unis, notamment qui a écrit Le Grinch. Et dans un des bouquins, il a présenté un personnage de monstre qui s'appelle le nerd, qu'il appelle comically unpleasant, c'est-à-dire moche mais rigolo, quoi, ou rigolo dans sa mocheté. Et donc ça va rester aussi comme voilà, cet archétype assez proche du mec un peu bizarre, un peu moche. Et du coup, comme il est moche, il sort pas le soir, il révise, il bosse. Et on va l'associer, peut-être tu peux continuer, à des personnages. Alors voilà, un des personnages qui va imposer le mot nerd et le mot geek aux États-Unis, c'est Richie Cunningham, le héros de la série Happy Days. Que l'autre, vas-y la suivante, que l'autre héros de la série, The Fonz, Henry Winkler Fonzie, voilà, qui est un acteur qui a surtout fait que ça à peu près, hein, dans sa vie, mais il était cool à l'époque. Il a aussi créé la série MacGyver, ce qui est bien. Mais voilà, il était l'archétype, lui, du mec cool, avec ce qu'on appelle le greaser, hein, comme dans le film Grease. Vous savez, c'est les gens qui mettaient de la graisse dans les cheveux, de la graisse de moto dans les cheveux pour avoir l'air cool. C'est le greaser, la graisse. Et donc on reconnaît bien le style de Travolta dans Grease.
Et donc lui c'est le mec cool, il a une moto et il va traiter Richie qu'on a vu avant, le petit rouquin un peu maigre, qui jouait déjà dans le film de George Lucas d'ailleurs, Ron Howard, qui maintenant fait des films. Et du coup voilà, il va le traiter tout le long de la série de nerd et de geek, et ça va imposer ce mot dans le sens moderne, voilà, de mec bizarre, un peu intello, un peu frêle et qui est trop timide et qui a les grandes oreilles décollées. En plus vraiment il joue très très bien son rôle, Ron Howard. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Et puis, donc toujours dans les années 60-70, une autre grande figure va imposer le mot geek, c'est Spider-Man. Parce que dans la toute première image, donc ça c'est la première image du premier tome de Spider-Man, donc voilà, il est au fond là-bas, Spider-Man, vous voyez, on se fout de lui, quoi, on se moque de lui, il est mal vu, il préfère les sciences, il sort pas, il aime pas les filles, il appelle le bookworm, voilà, donc il lit ses bouquins et tout le monde, il s'en fout de tout. Et donc voilà, et forcément derrière on voit l'ombre de Spider-Man, c'est-à-dire la vengeance du geek. Et ça c'est un truc qui est très important dans l'histoire de la figure du geek, c'est la revanche du geek. Le geek, il va toujours prendre sa revanche, dès le début. Sur les mecs qui se moquent de lui, sur le footballeur américain, sur les filles qui veulent pas sortir avec lui. Il finit toujours par se venger. Et Spider-Man, c'est l'ultime revanche du geek. Il est mal vu, mais c'est grâce à sa science qu'il va créer ses super toiles d'araignée. C'est grâce à ses connaissances qu'il va réussir à devenir cool. Et puis un peu de l'aide de la génétique avec l'araignée magique. Voilà. Donc voilà, Peter Parker, c'est aussi l'archétype du nerd. Et Stan Lee, le créateur, assume beaucoup ça. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement à l'époque dans les comics de faire des super-héros beaucoup plus humains, vivants que Batman, Superman, qui était le super-héros qui était là avant, qui sont, voilà, ils sont un peu parfaits, quoi. Là, il est plus tourmenté, plus humain, plus jeune aussi, hein, et ça va beaucoup jouer dans l'identification des jeunes adolescents des années 60. On va passer à la suivante. Voilà. Et donc là, on voit l'endroit où... là, on n'est plus dans la chronologie, hein, je pars plutôt dans les thématiques. L'endroit où vit le geek, c'est un peu intéressant, c'est où vit le geek, où trouver les geeks. C'est un problème que je me suis posé, moi. Donc, c'est pas sous des cailloux, hein, voilà. Donc il fallait le trouver. Et donc, le premier endroit où on trouve le geek dans la pop culture américaine, c'est d'abord le lycée et le collège. Et après l'université. Donc là, on a une série qui une série qui est pas très connue, mais que je vous recommande, s'appelle Freaks and Geeks, qui est sur Netflix, de Judd Apatow, un des premiers trucs qu'a fait Judd Apatow, qui a fait ensuite plein de films très connus. Et donc on a les deux oppositions, vous voyez très bien où sont les mecs cool et où sont pas les mecs cool, hein, très vite. Donc les geeks sont là, c'est pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, je fais la météo du geek. Et donc bien sûr, voilà. Donc, et d'ailleurs, celui qu'on voit tout derrière, qui a vraiment une tête de geek classique, très très cliché, il joue maintenant dans la série Silicon Valley. Il joue un des programmeurs informatiques, donc c'est une série sur les geeks de la Silicon Valley. Donc voilà, lui là, il a trouvé son créneau. Et là derrière, on a plein d'acteurs de séries et de films qui sont tous très connus. James Franco, Seth Rogen, je sais plus comment il s'appelle, mais il joue dans How I Met Your Mother, et l'actrice aussi est très connue. Maintenant, elle joue dans Avengers, etc. Donc voilà, elle joue la femme de Hawkeye dans Avengers pour ceux qui cherchent. Voilà, donc là on voit vraiment cette opposition dans le lycée, c'est là que tout va se créer, c'est là que le geek va devenir lui-même. Les mecs cool, ils vont sortir dehors fumer des joints sous le préau, vous savez, sous le stade où on joue au football américain, et eux ils vont créer un club de Donjons et Dragons ou d'informatique ou d'échecs, hein, ou de vidéo. Voilà. Et donc là cette opposition elle est clairement affichée sur la photo, quoi. L'image du film joue avec ça. Donc, là peut-être la suivante, voilà. Un autre grand moment de cette création, c'est les teen movies américains. J'en ai parlé avec George Lucas tout à l'heure. Dans les années 80, il y a beaucoup de teen movies, donc de films pour adolescents, qui vont mettre en scène ces différentes cliques, donc différents sous-groupes de la culture américaine. Vous savez que la culture américaine, en plus, est très très basée sur les communautés, hein, beaucoup plus que la nôtre. Et donc il y a cette idée de communauté, et donc là on va retrouver dans cette image donc, de Breakfast Club, qui est un de mes films préférés en plus, qui est un film génial, qui a un peu inventé le teen movie moderne, de John Hughes, vous voyez tous ces films. C'est lui qui a aussi écrit Maman j'ai raté l'avion, mais c'est son film le plus connu. Et du coup, ça raconte l'histoire de 5 adolescents qui sont collés pendant une après-midi, un samedi après-midi, voilà, parce qu'ils ont fait des bêtises, pour diverses raisons. Et ils se détestent tous parce que vous voyez, il y a le sportif fumeur, vous voyez, il y a le sportif bonne santé, il y a la gothique, la jeune fille girl next door, c'est-à-dire la fille qui va devenir belle, mais pour l'instant elle n'a pas trop confiance en elle, hein, c'est un grand classique aussi. Et le geek qui est tout au fond, qui est joué par Anthony Michael Hall, qui après jouera dans plein de films et dans des séries, des séries assez connues. Et du coup, voilà, ils vont tous apprendre à se connaître. Ça se finit voilà, par une grande réconciliation autour de. On est tous pareils au fond. On est tous en fait, ils se rendent compte que les ennemis, c'est pas eux, c'est les adultes. Et qu'en fait, c'est ça toute la leçon de l'adolescence, c'est que les ennemis, c'est pas eux, c'est pas nos copains, c'est les adultes. Donc voilà. Et là, on a encore voilà, le geek qui regarde un peu ailleurs, qui est paumé. Et puis à la fin, ils vont tous devenir copains, c'est magnifique. Voilà. On va passer à la suivante. Donc voilà, encore un super exemple, Revenge of the Nerds, une série de 4 films énormément populaires aux États-Unis qu'on ne connaît pas du tout en France, mais un grand teen movie qui est très connu. Le premier est bien, les autres moins bien, mais le premier est assez drôle. Où voilà, on a vraiment l'archétype, le nerd, le geek. C'est deux copains qui arrivent à la fac avec leur petit stylo dans la poche, comme on imagine le nerd dans les séries télé américaines, avec leur calculatrice dans l'autre poche, bien sûr, pour apprendre l'informatique et devenir les hommes les plus riches du monde. Et ils sont embêtés tout le long du film par des footballeurs américains qui les tabassent, leur volent leurs affaires, enfin le grand classique du bully américain, comme on dit en anglais. Et eux, tout le long du film, ils vont essayer de se sortir avec les pom-pom girls qui, elles, sont amoureuses
du footballeur américain, bien sûr. Et tout l'enjeu du film, c'est ce renversement de pouvoir, bien sûr, que le geek va gagner. Le geek gagne toujours à la fin, c'est ça qui est bien. Et donc Revenge of the Nerds, c'est très très connu et ça va populariser beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, ceux qui connaissent bien les séries télé, le premier geek de blond, c'est celui qui jouera dans Urgence, Dr Green après. Voilà, ça fait mal après. Voilà, donc c'est très connu aux États-Unis, mais chez nous pas trop. Voilà, ça montre très bien cette revanche du geek permanente dans le cadre du lycée ou de l'université américaine. Donc c'est son lieu de vie premier, c'est ça. On peut passer au suivant. Et il est opposé à une autre figure, celle du bully, c'est-à-dire le mec qui le tabasse. Hein. Donc dans Les Simpsons, c'est très bien fait avec Nelson, qui va taper sur Lisa, qui est un peu la geek, ou sur Milouz, qui voilà. Et donc il y a une opposition de classe. Hein. Quand on est sociologue, ça frappe tout de suite. Milouz, Nelson, il vient d'une classe très modeste. Or, le geek en général vient plutôt d'une classe sociale un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'il a déjà de l'argent pour aller à la fac, au collège, etc. Donc il y a une opposition de classe. C'est aussi la vengeance du cancre sur le premier de la classe. Enfin, c'est tout ce rapport de force là qui se joue dans cette opposition là. On passe à la suivante. Alors où il vit quand il n'est pas au collège ou au lycée, il est chez lui dans sa cave. Bien sûr, le geek. Alors lui, alors là on est dans Die Hard 4, un film que moi je trouve très drôle mais qui n'est pas le meilleur Die Hard, hein, clairement. Où bien sûr le geek va prendre un rôle très important dans la pop culture, c'est celui de personnage qui va servir à débloquer l'intrigue quand le héros, qui est lui musclé et beau, etc. Hein, bien sûr, mais quand le héros est bloqué dans l'intrigue, il faut que le héros, par exemple, je sais pas, pénètre dans un bâtiment secret de la CIA. Comment on va faire? Moi je suis bourrin, je peux pas le faire, je peux casser des gueules, mais pas. Et ben on va chercher le geek qui lui va craquer des codes. Donc on va tout de suite aller chez lui dans son antre. Là on a Kevin Smith qui est en plus un réalisateur américain qui est très connu dans la culture geek, qui fait beaucoup de films geek et qui joue un peu un rôle de geek dans le film. Et donc ils vont le voir en disant voilà, il faut que tu nous aides. Donc il a tous les archétypes, il a une espèce d'antre un peu noir où il hack des trucs, en même temps il a des jeux vidéo, il a des figurines partout. Et donc il y a Bruce Willis dans le film qui pète toutes ses figurines. Enfin voilà, l'humour repose là-dessus, sur l'opposition entre le mec bourrin et lui. Et donc voilà, c'est l'antre, sauf que l'antre, en fait, là on le voit, ça a l'air classe un peu. En fait, c'est le sous-sol de sa mère, bien sûr, parce que le geek n'a pas de vie. Donc voilà. Voilà, on peut mettre la suivante d'ailleurs. Voilà, donc toujours dans. Et l'acolyte de Bruce Willis dans le film, dans Die Hard 4, parce que l'intrigue du film, c'est qu'il y a un hacker qui a hacké toutes les infrastructures américaines. Et ben c'est un hacker, un jeune geek comme ça, Matt Farrell, qui vit dans son antre avec son ordinateur. Il y a toujours beaucoup de code, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce code, hein, mais il tape toujours, il n'utilise jamais la souris, le geek, hein, jamais dans les films. Donc voilà, c'est cette image-là de. Toujours il fait sombre, hein, ils n'ont pas de lumière chez eux, les geeks, jamais. Mais ça favorise. Au lycée, il se fait taper dessus, il rentre chez lui, il veut s'enfermer dans son monde avec ses figurines de Star Wars et son ordinateur, quoi. Voilà. On peut passer à la suite. Voilà, là on a un bon plan. Alors, j'aime ce film, je vais vous conseiller beaucoup de films ce soir, mais ce film, regardez-le un jour si vous aimez les films catastrophes nuls. Moi j'aime beaucoup les films catastrophes nuls. Il est très très nul, mais il est très très drôle. The Core, Fusion français, sorti en 2003, où le cœur de la Terre arrête de tourner. Et du coup, ça casse le champ magnétique terrestre. Enfin, il y a plein de problèmes. Et du coup, ils envoient une mission scientifique pour redémarrer le cœur de la Terre. Donc voilà, c'est un peu voyage sur la Terre pour balancer une bombe atomique, parce que c'est la solution ultime américaine toujours. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'ils sauvent le monde. Et sauf qu'ils veulent pas que l'info fuite pendant qu'il y a des problèmes qui commencent à se passer. Ils ne veulent pas que les gens paniquent. Donc ils engagent un geek, toujours pareil. On a un problème, on va aller voir le geek dans son antre. Donc ils trouvent un hacker un peu connu de la communauté hacker et ils vont le chercher en disant soit le FBI te met en prison pour 20 ans, soit tu nous aides. Donc il dit ok. Et donc là c'est la chambre où il débarque le FBI chez lui en disant voilà, il crame ses CD dans son micro-ondes pour pas qu'on trouve ses trucs secrets. Et alors on peut mettre la suivante, et voilà, il a une belle tête de geek aussi. Et donc là ils sont en train de l'interroger en disant bah voilà, soit tu viens avec nous, soit tu nous aides à contrôler l'information sur notre mission secrète, soit tu l'aides. Et il accepte contre l'intégrale de Xena, ce qui est pas cher, voilà, ce qui montre que le geek a une volonté il est pas là pour l'argent, il est là pour la culture, pour ce qu'il aime, voilà. Donc voilà. Et voilà. Là, voilà, on peut passer à la suivante. Donc plein de séries télé qui vont utiliser le geek. Donc là, pareil, dans X-Files, pour ceux qui connaissent, pareil, les trois geeks, c'est des personnages que le héros, Mulder, beau gosse, musclé, va aller voir quand il y a besoin d'un truc, entrer dans une base secrète. Voilà, avec leur ordinateur toujours. Hein. Ils auront leur propre série d'ailleurs, ces trois-là. Non, tu peux y aller. Alors dans Buffy, pareil, très grande série, Buffy contre les vampires. Les méchants de la saison 6 de Buffy, c'est le trio. Il s'appelle le trio, en fait, c'est trois geeks qui viennent dans un garage. C'est le même que les autres garages, des figurines, des jeux vidéo, etc. Et ils veulent se venger de tous les gens qu'ils ont tapés au collège, au lycée, la revanche du geek classique, et ils deviennent les bad guys. En fait, ils s'imaginent qu'ils sont un peu les super vilains à la Superman, qui sont les super vilains de James Bond, sauf que en fait, ils sont très mauvais, mais ils vont quand même créer des catastrophes. Et voilà, donc ils sont tous les trois, voilà, et ils sont assez méchants, mais un peu drôles quand même parce qu'ils font plein de références geeks. Les auteurs s'en fait plaisir dans le truc, et donc ils sont fans de Star Wars, ils sont fans de Star Trek, donc ils imaginent tous leurs plans en fonction de. On pourrait faire comme dans l'épisode 6 de Star Trek où il y a une boucle temporelle et le héros l'enfile dans une boucle temporelle. Voilà, tout leur délire, c'est ça. On peut passer à la suivante. Et puis, bien sûr, le geek des Simpsons, hein, donc là on voit sa boutique qui s'appelle le Honoring Dungeons and Baseball Card Shop. Donc on peut acheter tous les trucs de geek. Là pour le coup, lui il a pris la définition de la liste, je vous disais au début, il l'a mis dans son titre de magasin.
Et évidemment, alors lui, c'est un autre type, c'est un type de geek particulier, c'est qu'on va pouvoir parler du physique du geek aussi, qui est intéressant. C'est que lui, il est gros. Et dans le geek, il y a 2 catégories. Il n'y a pas de genre moyen geek. On est soit très maigre, soit très gros. Il n'y a pas entre les deux. Donc lui, c'est la partie gros parce qu'il est devant son écran toute la journée, évidemment. Donc il mange de la junk food, des pizzas, il joue à World of Warcraft, dans tous les épisodes des Simpsons. Et il vend des comics books. Et encore, il n'a pas trop envie de les vendre parce que c'est les siens. Voilà. Et donc lui, c'est le gros. Et après, il y a l'autre. Vas-y, avance. Voilà, donc là, on a encore c'est pour rappeler l'idée de Frankenstein tout à l'heure, c'est le geek, comme il n'arrive pas à avoir des filles et qu'il est trop maigre, trop gros, trop moche, etc., il va créer sa fille. Donc, il va créer une fille virtuelle. Dans Weird Science, encore un film de John Hughes, où il crée une fille jolie, totalement virtuelle, dans leur cave, évidemment, dans leur chambre, qui est évidemment la cave de la maison, comme d'habitude. Et donc, c'est une relecture de Frankenstein, mais avec de la réalité virtuelle. On passe à la suivante, voilà. Et arrivent les filles, un peu rares, mais il y a des filles un peu geeks, dont Daria. Mais alors, quand on a des filles geeks ou nerds, elles n'ont pas la culture geek. C'est-à-dire qu'elles vont être d'altitude, timides, avoir du mal avec les relations sociales, bizarres dans le lycée, dans le collège, mais pas les références pop. Vous voyez, Star Wars, tout ça. Non, même pas l'informatique, parfois l'informatique. Et donc, on enlève, quand c'est des filles geeks, souvent on leur enlève le côté culture geek. On garde que l'attitude geek, ce qui fait que c'est des personnages un peu... C'est dommage, on pourrait leur ajouter ça, mais derrière, c'est une très très bonne série. Vous voyez, par exemple, dans la série Buffy aussi, j'y reviens, le personnage de Willow est un peu une geek aussi, mais que informatique. Très timide, voilà, elle s'habille avec des petites robes très très coincées. Et elle va se décoincer au fur et à mesure de la série, mais voilà, c'est encore l'idée de les filles, c'est les nerds sans la culture. Voilà, et voilà, on a le même, bien sûr, du geek, qui a grosses lunettes, des boutons, une queue de cheval, et qui, lui, on imagine très bien au service IT d'une entreprise. Voilà, on imagine très, très bien. Ce qui est un cliché total, bien sûr. Mais c'est cette image-là qui se construit au fur et à mesure de la pop culture et qui construit une image du geek auquel beaucoup de gens aussi se reconnaissent. Ça peut faire du bien à des gens. On dit mais c'est horrible cette image cliché. Mais il y a des gens qui se reconnaissent un peu dedans, qui disent, en fait, moi, ça m'a fait bien de voir que je n'étais pas tout seul, finalement, qu'il y a d'autres gens comme moi. Donc on peut passer à la suivante. Et puis on a l'autre geek qui n'est pas gros, lui, il est mince. Voilà, c'est le geek maigre. Et lui, son but, c'est pourquoi est-ce qu'il est mince? Parce qu'en fait, tout est dans le cerveau. Et donc son corps, c'est une contingence, mais comme l'autre, c'est une contingence mais où il se nourrit trop, lui, c'est une contingence, il faut qu'elle l'entretenir pour vivre vieux. Parce que je veux devenir immortel et devenir une intelligence artificielle qu'on va transférer dans un ordinateur, c'est souvent ça. C'est ce que dit Sheldon dans le Big Bang Theory, il dit « Mon corps, je m'en fiche, mais j'entretiens suffisamment mon corps pour que mon cerveau puisse fonctionner. Parce que je suis un cerveau. » Et l'archétype du geek, c'est aussi ça. C'est avant tout une tête. Quelqu'un qui, moi, je ne suis que pensée. D'ailleurs, parce qu'il a été traumatisé, parce que les footballeurs lui ont cassé la gueule, les filles lui ont dit non. Donc il a dit « Bon, ok, j'ai compris. Physiquement, ça va pas le faire. Donc je serai un mec qui sera que dans sa tête. » Donc voilà, Sheldon, il représente tout ça. Donc ectomorphe, ça veut dire un physique très mince, en fait, c'est ça. Qui est aussi souvent inspiré, tu peux mettre la suivante, voilà, du petit gris classique de la science-fiction, où on imagine les extraterrestres dans le futur très lointain, que le futur de l'humanité, où les espèces très avancées sont des gens avec une grosse tête et un tout petit corps. Donc on retrouve la figure du geek finalement dedans. Et c'est pour ça que les geeks adorent les extraterrestres. C'est parce qu'on retrouve cette idée-là de... Eux, ils ont compris. Alors, ils vivent tout nus, par contre, toujours, et ils n'ont pas de pénis. Mais bon. Voilà. Mais donc, il y en a plein des comme ça. Voilà, tu peux passer à la suivante. Et donc, voilà. Et ça va créer, du coup, un physique qui va avec une tenue, un nœud papillon, des bretelles. Ça, c'est le premier truc qu'on trouve quand on tape nerd sur Google. Donc, voilà. Cette image-là, elle aussi, elle vient de la pop culture et de la construction de cette figure du geek. Passer à la suivante. On a ici Erwin Schrödinger. C'est tout sûrement cette figure, parce que c'est un des inventeurs de la physique quantique, qui va, comme beaucoup de savants juifs européens, partir dans les années 30-35, vous doutez un peu pourquoi, d'Europe, pour arriver aux États-Unis. Et quand tous ces savants un peu fous, parce que la physique quantique, c'est un truc qu'on comprend pas, c'est bizarre, ils ont inventé une bombe atomique, donc c'est un peu le savant fou quand même, mais on comprend pas trop comment ça marche, ça va beaucoup marquer l'imaginaire des Américains, cette image du savant moderne. Donc Schrödinger, Einstein, Schrödinger, il invente le physique du nerd, clairement. Et donc on va retrouver dans les... Vas-y, mettre la suivante. On va retrouver ça dans la figure du savant fou des années 80. Donc là, on a Chéri, j'ai rétréci les gosses, le nerd Wayne Szalinski qui avec ses grosses lunettes, et voilà, qui invente une machine à rétrécir les gens. On va mettre la suivante. Steve Urkel, de la vie de famille aussi, sûrement que certains connaissent, qui voilà, il a tout, il a tous les atouts. Et en plus, c'est un inventeur. Et il a l'accent geek. C'est un truc particulier. Le geek a aussi pas qu'un physique, il a un accent, une manière de parler. C'est-à-dire qu'il parle comme ça. Et moi, je le fais avec mes étudiants, ça marche toujours. Et quand on le fait, salut, ça va, ils pensent tout de suite à un geek. Ça marche tout de suite. Voilà, il y a plein de sketchs comme ça. Le geek essaie de draguer, comment il s'appelle, enfin tout ça, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, on a plein de sitcoms familiaux qui vont montrer ce geek. Alors, ce qui est intéressant avec Urkel de l'avant, c'est qu'il est noir. C'est un peu le seul geek noir. Ça aussi, c'est une question intéressante parce que la question raciale dans la culture geek est très importante. Le geek est en général blanc et il s'oppose à la culture hip-hop, qui est la culture des noirs. Et tout ce rapport-là qui se crée. Donc voilà, on peut passer sur Mark Foster, Steve Urkel, il y en a plein.
Et puis voilà, alors là j'ai mis Abed dans Community, qui est une série pas très connue mais que je vous recommande aussi, qui est aussi le premier geek arabe montré dans la série américaine. Et lui c'est un vrai geek, hein. il est même d'ailleurs il revendique le fait d'être geek et d'être autiste, parce qu'il y a un lien très fort entre l'autisme Asperger, c'est l'autisme savant un petit peu, ou ceux qui ont des problèmes de communication, avec la figure du geek. D'ailleurs aux États-Unis on dit pas syndrome d'Asperger, on dit geek syndrome. Même dans les magazines médicaux. Hein. Donc c'est très l'idée que c'est des gens qui n'arrivent pas à communiquer, qui sont un peu bizarres, mais en même temps très intelligents. Moi j'ai connu des geeks très bêtes, mais il y a cette idée-là quand même qui transmet. Et donc du coup, voilà, c'est l'idée que c'est un mec pas comme nous, mais qu'en même temps, il va finir par s'en sortir parce que quoi ? Parce qu'on vit dans le monde des geeks. Et donc on vit dans le monde de la pop culture, des super-héros Marvel qui sont partout, de Internet qui a été inventé par des geeks, toute cette idée-là va faire qu'il y a l'idée que la revanche des geeks est réussie. Voilà, ils ont enfin réussi leur revanche sur le footballeur qui lui est devenu caissier ou jardinier, voilà, des métiers qui n'ont en plus rien de déshonorant, mais dans l'imaginaire du geek, c'est un peu le truc de moi j'ai réussi, j'ai contrôlé le monde, quoi. C'est Mark Zuckerberg si vous voulez, c'est Bill Gates, c'est Steve Jobs. Mark Zuckerberg c'est un geek, il l'assume. Hein. Vous avez vu le film qui est un peu exagéré, mais il y a ce rapport aux filles, il y a ce rapport à la place dans la société, etc., à l'existence. Et puis Mark Zuckerberg, il a fait sa bar mitzvah sur le thème Star Wars, donc il a tous les atouts, autant informatique que culture geek. Et donc le geek a connu sa revanche, on peut aller à la suivante, voilà la dernière, avec maintenant il est devenu, alors ça c'est une pub pour le site de rencontre Adopte un mec. Donc le geek était mal vu, les filles ne le voulaient pas de lui, et en 2010-2015, il y a cette affiche dans Paris, donc où il mettait des hommes en vitrine, des différents archétypes d'hommes, dont le geek. Alors vous voyez qu'il a toujours les attributs. Il y a toujours la petite chemise, les bretelles, il a toujours un peu l'air intello, il est livré avec ses lunettes 3D, sa VHS de Tron, donc il a un peu des clichés. Mais cette fois, il est sexy. Et donc d'ailleurs, le slogan de la série Big Bang Theory, c'est Smart is the new sexy. Et donc il y a cette idée qu'il était moche, mal vu, il a conquis le monde à coup d'effort parce qu'il a créé Internet, il a créé la pop culture moderne, et donc maintenant il a eu sa revanche et on peut enfin le pécho. Voilà, donc je peux m'arrêter là-dessus. Merci. Donc merci beaucoup pour cette intervention. On va faire une toute petite pause de 5 minutes pendant laquelle on va vous les copies. J'invite David et Camille à revenir sur le devant de la scène pour répondre aux éventuelles questions du public. Je sais que dans l'équipe, on a peut-être 2 ou 3 questions à poser. Et puis si vous, dans le public, vous avez des questions aussi, donc on vous écoute. Je vais peut-être brancher un des autres micros. Est-ce que c'est celui-ci ? Oui, mais il est pas... Oh non ? Non. Si ? Oui. Ok, super. Donc, si quelqu'un a des questions, on vous écoute. Alors, ou des trucs qu'on peut approfondir, parce qu'on a sûrement tous les deux passé des trucs très vite. La jeune demoiselle. Merci. Moi, j'ai une question pour Camille. Est-ce que tu pourrais revenir sur les interactions avec le public par rapport au bras mécanique, parce que j'ai pas bien compris comment est-ce qu'il pouvait participer à la narration de la pièce. Ouais. Oui, tout à fait. Du coup, dans la pièce de Joris Mathieu, Artefact, il n'y a pas de vraie interaction, mais en fait, c'est une pièce un peu immersive et qui est finalement plus interactive qu'une pièce de théâtre dans laquelle, qu'on entend au sens classique. Parce que le public est dans le dispositif et il interagit avec la voix qu'il entend dans son casque en obéissant aux ordres. Mais en fait, il n'y a pas de vraie interaction, c'est-à-dire que la présence des spectateurs n'a pas d'influence sur le déroulement de la pièce, et c'est aussi un jeu là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu immersif et d'un petit peu interactif ou de plus interactif qu'une pièce de théâtre classique, mais en même temps, on a des spectateurs qui finalement sont très dociles et qui sont un petit peu machinisés. Ils sont reconnaissables aussi par des casques avec une LED d'une certaine couleur. Voilà, donc ils sont peut-être un peu transformés en machines, en robots eux-mêmes. C'est une manière de le voir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public pour nos intervenants ? Sinon, moi j'en ai une. Non ? Vous êtes timide ? Ok, moi j'ai une question pour David. Quid des filles geeks ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Qui sont-elles ? Quels sont leurs réseaux ? C'est sûr, j'ai passé vite dessus parce que c'est tout un chapitre de ma thèse, donc c'est sûr que c'est super important.
Il y a plein de trucs. Dans le domaine de l'informatique, il y a une grande tradition à ce qu'il n'y ait pas de filles. Pour plein de raisons, notamment alors, dans les années 60. En fait, avant les années 60, il y avait plus de filles que de garçons dans les études informatiques. Dès les premières créations des années 50 de chaires d'informatique. Et ça a changé les années 60 pour plein de raisons, notamment parce que on a commencé à considérer... Avant, on considérait que l'informatique, c'était un truc de secrétariat. Donc, on mettait des femmes. Parce que c'était taper à la machine. Après, on a commencé à pouvoir... voilà, c'est la suite des opératrices téléphoniques. Donc, c'était opérer les machines. Parce qu'à l'époque, les machines, c'était des grosses machines avec il fallait mettre des cartes perforées dedans. Donc, voilà, il fallait des femmes, il fallait le travail ingrat. Dès qu'on s'est rendu compte que ça pouvait faire des trucs cool, notamment créer des mondes incroyables, créer des algorithmes qui peuvent calculer des choses folles, on a dit non, mais laisse ça. Ok, c'est un peu comme les voitures, vous savez. Oh, attends, c'est moi qui vais faire. Donc on a mis un peu les femmes de côté de manière un peu. Les femmes ont intégré, bien sûr. Hein, c'est pas un truc comme ça volontaire, c'est sur des générations. Et donc il y a eu une raréfaction des femmes dans les études informatiques et ça perdure aujourd'hui parce que ça a un peu augmenté depuis les années 80, mais ça reste moins de 20%, quoi. Et dans le domaine de l'autre culture geek, c'est-à-dire la culture fiction, science-fiction, etc. Là aussi, il y a un gros gap. Alors que les femmes ont toujours été très présentes là aussi, hein. Il y a eu des grandes écrivaines de science-fiction femmes, il y a eu des gens très importants dans le premier Star Wars était coécrit par une femme et tout le monde l'oublie. Mais voilà, il y a eu des femmes, mais là aussi on les a invisibilisées par l'histoire parce que, en fait, notamment grâce à cause de ce cliché, de cet archétype du geek comme un homme, du coup ça a intégré même chez les filles l'idée qu'un geek, c'est moi je suis pas une vraie, et encore aujourd'hui il y a cette idée que quand une fille a tous les attributs, j'en ai rencontré plein moi qui avaient, si on faisait la liste, la fameuse liste du début, tous les attributs des loisirs geeks, des pratiques geeks, de la manière d'être un peu geek, il y en a plein de filles qui le sont et qui vont encore considérer qu'elles sont pas des vraies. Et donc c'est tout ce rapport à l'authenticité qui est très important dans la sous-culture geek et dans toutes les sous-cultures. Je suis pas une vraie, t'es un vrai, t'es pas un vrai, et les garçons ont tendance à beaucoup tester les filles quand ils arrivent dans un milieu. Dans le jeu de rôle par exemple, t'arrives à une soirée jeu de rôle et les gens vont te faire des références plus pointues geek, voir si tu connais un peu quand t'es une fille, alors que les garçons on accepte de fait. Donc le côté on va te tester, mais comme dans tous les milieux. Donc ça fait une vraie barrière à l'entrée. Aujourd'hui, les filles, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe ces dernières années, revendiquent beaucoup cette appartenance à la culture geek. Moi aussi, j'en suis une. Moi aussi, j'ai souffert au collège, au lycée comme toi, parce que je suis une intello et en plus une fille, donc en plus, je t'ai même pas reconnue comme une vraie geek. Et du coup, il y a des mouvements et les geeks résistent. Les femmes essaient de rentrer dedans et les geeks, non, c'est un truc. Du coup, c'est notre refuge à nous. Les filles voulaient pas de nous. On avait trouvé notre refuge, c'est nos mondes imaginaires, etc. Et maintenant, tu viens nous dire, je vais entrer. Bah non, c'est trop tard. Et donc il y a cette espèce de rapport conflictuel qui est très complexe, qui est, je pourrais en parler des heures, mais qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui encore pour les filles, mais ça va mieux, parce qu'en tout cas les filles se font entendre. Et donc elles gueulent parfois plus fort et tant mieux. Voilà. Merci et Camille, voilà aussi du si coup. Vous êtes de passage à Paris, il y a une expo très bien à la Gaieté Lyrique qui s'appelle Computer Girls et qui explore, qui est très intéressante. Peut-être dans la littérature et dans le théâtre aussi, les femmes avec les robots. Oui. Des liens, pas de liens. Les femmes robots, ouais, les femmes aussi. Robots, c'est aussi encore toute une chose. J'en ai pas parlé, merci. Quand je parlais de Frankenstein, mais c'est vrai qu'à la fin de Frankenstein, demande que son créateur, le monstre demande que son créateur lui fasse une fiancée aussi. Pour pouvoir être moins seul, mais finalement le créateur refuse et c'est pour ça qu'il y a cette fin tragique. Les femmes robots, on a beaucoup représenté des femmes robots. Un des premiers robots de science-fiction dans le cinéma, c'est la robot de Metropolis qui est toute chromée, toute dorée comme ça et qui a beaucoup marqué, je pense, la première image du robot qu'on se fait. Et puis voilà, et puis il y a des sex bots maintenant, il y a des femmes robots Très réalistes. Très réalistes, oui, c'est vrai. Dans la littérature, je trouve qu'Asimov, dont je parlais tout à l'heure, a un rapport finalement quand même assez féministe à ses personnages. Il y a des personnages de chercheuses et de roboticiennes femmes, donc c'est assez. Il y a des auteurs de science-fiction femmes aussi qui gagnent à être lus, mais qui sont un peu méconnus. Merci. Du coup, s'il y a d'autres questions dans le public sur le sujet, sinon on fait une petite pause et puis on va corriger. C'est corrigé, c'est terminé. Oui, une question ? C'est plus une question sur l'opinion de Camille et non pas sur des faits. Mais parce qu'on a vu la place du robot dans le théâtre, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester un peu marginal et
Ou est-ce qu'on peut s'attendre à en avoir plus dans le futur? Oui, je ne sais pas. Bonne question. Alors c'est vrai que ça reste assez marginal, mais il y a tout un mouvement comme ça d'artistes et de metteurs en scène de théâtre qui s'incluent dans une création numérique. Il y en a en France, mais c'est quelque chose il y a ce qu'on appelle les digital performances, donc c'est quelque chose qui a commencé fin des années 80, années 90, où il y avait des espèces d'artistes, mais aussi roboticiens comme ça, américains, qui ont commencé à expérimenter avec des machines et puis avec peut-être les tout débuts de l'informatique. Et puis ça a évolué, et puis maintenant on est sur quelque chose d'un peu différent. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup montré, pas forcément dans des grandes scènes, par exemple parisiennes, mais peut-être dans des petits centres de création numérique et de choses comme ça. Et c'est toujours un peu les mêmes artistes que moi je retrouve. Mais je pense que ça se développe et qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas pour l'art numérique, en tout cas en général, pas forcément les robots. C'est difficile à dire, à vrai dire, et ça dépend un peu des années et voilà. Mais c'est comme ce que disait Pierre tout à l'heure, on ne sait pas au final l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que la robotique, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va faire C'est toujours un truc qui rencontre un engouement énorme et les gens se questionnent beaucoup. Et dès qu'il y a un truc avec, par exemple, là, je suis allée voir une pièce de gens qui faisaient une conférence de robots et ça cristallisait plein de choses autour. En fait, il y avait des étudiants, des beaux-arts qui travaillaient avec eux, et puis ils ont développé. Il y a des gens de la Maïf qui sont venus. Enfin. Dès qu'il y a un truc sur les robots, en fait, les gens se mobilisent et puis il y a plein de petits... on sent que c'est un truc qui questionne les gens, quoi. Tout à fait. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va donner les résultats du quiz et puis ensuite on pourra boire un verre tous ensemble. Et après, on pourra faire la danse du robot qu'on sera tous bourrés. Mais avec façon grand 80. plaisir. Avec grand plaisir. Merci.